à tous. Dans cette séance, on va traiter 2 exercices d'analyse. Je me présente, Ghazi Sfersi, lycée Ibn Sina Mehdiya. Voici le premier exercice. C'est un exercice sur les suites intégrales. On va lire l'énoncé ensemble. On considère la suite réelle UN définie sur n par U0 égale l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur racine carrée de 1 plus x carré dx. UN égale l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n sur racine carrée de 1 plus x carré dx pour n éléments de n étoiles. La première question, soit f la fonction définie sur l'intervalle fermé 0,1 par f de x égale ln de x plus racine carrée de 1 plus x au carré. Petit a, vérifie que f est dérivable sur 0,1 et que f' de x égale 1 sur racine carrée de 1 plus x carré. Petit b, en déduire la valeur de U0. Question c, montrer que U1 égale racine carrée de 2 moins 1. Deuxième question, petit a, montrer que la suite UN est décroissante. En déduire, question B, en déduire qu'elle est convergente. Troisième question A, montrer que pour tout x appartenant à 0,1, racine carrée de 1 plus x carré est comprise entre 1 et racine carrée de 2. Question B, prouver que pour tout n élément de n étoile, UN elle est encadrée entre 1 sur n plus 1 racine carrée de 2 et 1 sur n plus 1. La dernière question, qui est l'objectif de l'exercice, déduire la limite de UN. Donc, comme vous voyez, là, il s'agit d'une suite intégrale qui fait intervenir la fonction logarithme népérien avec une composée, ln rond U. La fonction U ici, c'est x plus racine carrée de 1 plus x carré. Donc, nous sommes amenés à réviser un peu tout ce qui concerne la fonction logarithme népérien et aussi la fonction racine carrée. Passons à la solution, aux solutions. Premièrement, A, on va vérifier que f est dérivable sur 0,1. Pour cela, je rappelle un résultat très important sur la fonction racine carrée et aussi la fonction composée ln rond U. Si U est dérivable et strictement positive sur I, alors la fonction racine carrée de U est dérivable sur I et la dérivée de racine de U est égale à U' sur 2 racine carrée de U. La fonction ln rond U est aussi dérivable sur U et ln rond U, le tout prime, est égal à U' sur U. Donc là, la fonction qui a x associe x plus racine carrée de 1 plus x carré est dérivable et strictement positive sur 0,1. C'est évident ceci, en fait, à cause du fait que la fonction qui a x associe x est une fonction polynôme, c'est une fonction affine plutôt, elle est dérivable sur R, en particulier sur 0,1. La fonction qui a x associe racine carrée de 1 plus x carré, elle est tout le temps dérivable sur R, puisque la fonction à l'intérieur ici, qui est x associe 1 plus x carré, est dérivable et strictement positive sur R. Donc, cette fonction, elle est bien dérivable sur R et en particulier sur l'intervalle 0,1 fermé. Donc, n'oubliez pas de retenir ces deux formules concernant la racine carrée d'une fonction et aussi la dérivée d'une composée ln rond U. Passons à la question suivante. Donc, la conclusion ici, f égale ln rond de U est dérivable sur 0,1. Je viens d'appliquer le dernier résultat qu'on a déjà lu. Question, là, c'est la suite du corrigé. Et pour tout x appartenant au 0,1, f' de x égale U' de x. Maintenant, la dérivée de U. La dérivée de x est égale à 1. La dérivée de racine carrée de 1 plus x carré, là, la dérivée de racine carrée de U vaut U' sur 2 racines de U. J'applique cette formule. La dérivée de 1 plus x carré est égale à 2x, elle est là. Et là,
2 racines carrées de 1 plus x carré, on a remplacé le 2 racines de u, là dans la formule. Après simplification par 2, j'obtiens 1 plus x sur racine carrée de 1 plus x carré, et en réduisant au même dénominateur, j'obtiens racine carrée de 1 plus x carré plus x, le tout sur 1 plus x carré. Et il en résulte donc que, quel que soit x dans 0, 1, la dérivée de f au point x égale racine carrée de 1 plus x carré plus x sur racine carrée de 1 plus x carré plus x multiplié par racine carrée de 1 plus x carré. Évidemment, on va simplifier par cette quantité, en haut et en bas. Elle est strictement positive, cette quantité. Pas de problème pour la simplification. J'obtiens finalement 1 sur racine carrée de 1 plus x carré. Passons à la question B. Maintenant, on va calculer le premier terme de la suite, U0. On a U0 égale intégrale entre 0 et 1 de 1 sur racine carrée de 1 plus x carré dx. Comme vous voyez, comme vous le remarquez aussi, que cette quantité n'est autre que la dérivée de f. Elle est là. Donc, le reste du calcul est simple. Je remplace cette quantité par f' de x. Et une primitive de f' de x, évidemment, c'est f. Là, c'est pour cela que je écris l'intégrale entre 0 et 1 de f' de x dx est égale à f de 1 moins f de 0. Ça fait donc ln de 1 plus racine carrée de 2. Vous remplacez facilement le x par 1 et le x, ensuite le x par 0. Vous trouvez la quantité ln de 1 plus racine carrée de 2. Passons maintenant à la question C. On va montrer que U1 égale racine carrée de 2 moins 1. C'est quoi U1? U1, je remplace le n par 1. U1 égale l'intégrale entre 0 et 1 de x sur racine carrée de 1 plus x au carré dx. Là, j'ai multiplié en haut et en bas par 2. Pourquoi? Parce que vous connaissez un résultat sur les primitives. Une primitive de u' sur 2 racine carrée de u et la fonction racine carrée de u plus k, avec k une constante réelle. Là, la dérivée de racine carrée de 1 plus x carré, sa dérivée vaut 2x. J'ai besoin d'un 2 donc en haut et en bas. Par conséquent, une primitive de 2x sur 2 racine carrée de 1 plus x carré qui est de la forme u' sur 2 racine carrée de u et racine carrée de u avec le u de x, c'est 1 plus x au carré. Tout calcul fait, c'est simple, je remplace x par 1, je trouve racine de 2, moins l'image de 0, ça vaut 1, et finalement, le u1 vaut racine carrée de 2 moins 1. Passons à la question suivante. On va montrer maintenant que notre suite, elle est décroissante. Pour cela, je veux utiliser des propriétés concernant l'intégrale. Là, le calcul de voir le sens de variation d'une suite nécessite forcément le calcul de la différence ou bien la comparaison entre un plus 1 et un. C'est pour cela qu'on a calculé ici un plus 1 moins un pour voir son signe. La valeur de un plus 1 moins un est égale, je remplace dans mon intégrale, le n par n plus 1. Je trouve ici, voici le un, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n sur racine carrée de 1 plus x carré. Le un plus 1, c'est cette quantité-là. En faisant la différence, là, j'ai besoin de résultats concernant les intégrales. L'intégrale, il est linéaire. Si f est une fonction continue sur l'intervalle i avec a et b de réel de i, a strictement plus petit que b. Si pour tout x appartenant à b, la fonction elle est positive, alors l'intégrale entre a et b de f de x dx, elle est positive. Si aussi, pour tout x de ab, la fonction elle est négative, alors son intégrale sur ab, elle est négative. Là, la deuxième, le petit 2i, là, ça concerne la linéarité de l'intégrale. L'intégrale entre ab de f de x plus g de x dx, ça fait la somme. L'intégrale entre ab de f de x dx plus l'intégrale entre ab de g de x dx. Et aussi, l'intégrale de ab alpha f de x dx égale alpha
intégrale entre a et b de f de x dx avec alpha, une constante réelle. Donc, dans le calcul du n plus 1 moins un, j'ai utilisé la linéarité de l'intégrale. Tout calcul fait, on trouve intégrale entre 0 et 1, xn plus 1 moins xn sur racine carrée de 1 plus x carré, vu que les deux quantités ils sont déjà réduits au même dénominateur. Maintenant, il faut penser là à factoriser cette expression qui est dans le numérateur, à l'intérieur. Ça fait donc xn en facteur de x moins 1 sur racine carrée de 1 plus x carré. Maintenant, on va regarder le signe de cette quantité, cette intégrale-là. Pour cela, je veux essayer de voir le signe de la quantité qui est à l'intérieur de l'intégrale. Nous sommes dans l'intervalle 0,1, le x il est là, dans l'intervalle 0,1. Là, toute la quantité, c'est facile à le vérifier. X entre 0 et 1, x puissance n, elle est toujours positive. Le x est plus petit que 1, automatiquement, x moins 1, elle est négative. La racine carrée de 1 plus x carré, elle est tout le temps strictement positive. Donc, toute cette quantité, elle est négative. Là, j'utilise ce résultat-là, que j'ai déjà lu. Si pour tout x dans AB, la fonction, elle est négative, alors son intégrale sur AB, elle est négative. Par suite, la fonction là, elle est continue négative 0,1. Je répète les hypothèses du théorème. Et la conclusion, elle est évidente. L'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n sur x moins 1, là j'ai fait une faute de frappe, 1 plus x carré ici, dx, elle est négative. Passons maintenant, voici la conclusion. Donc, puisque un plus 1 moins un, elle est négative, automatiquement, un plus 1 plus petite que un, et donc la suite, elle est décroissante. Passons à la question d'après. Là, on vous demande de montrer que la suite, elle est convergente. Notre suite, elle est décroissante. Il reste à montrer qu'elle est minorée par 0. Là, je rappelle un résultat très important dans les suites, dans tout ce qui concerne la convergence des suites. Toute suite croissante et majorée est convergente. Toute suite décroissante et minorée est convergente. C'est un théorème qui vous permet de conclure que votre suite elle est convergente sans déterminer la limite. Là, nous avons la fonction ici, elle est bien continue positive. Par conséquent, son intégrale elle est bien positive. Donc, notre suite, elle est minorée par 0. 0, c'est le minorant, là. Et déjà, d'après la question précédente, notre suite, elle est décroissante. Maintenant, application du théorème, la suite, elle est décroissante et minorée par 0. Automatiquement, la suite, elle est convergente. Là, maintenant, on va passer à l'encadrement de notre suite. On va montrer que la suite elle est comprise entre les valeurs indiquées. Le x entre 0 et 1, alors x au carré entre 0 et 1. J'ajoute le 1, c'est facile à le faire. Là, c'est un passage très facile. La fonction racine carrée, elle est fonction strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc, pas de problème. Par passage à la racine carrée, ici, vous trouvez ce résultat. Donc, la question A, elle est facile. Passons à la question B. On va maintenant encadrer notre suite UN. Quel que soit x dans 0, 1, ça c'est pour tout x dans 0, 1, la racine carrée elle est comprise entre racine de 2, ça c'est d'après la question A. Par passage à l'inverse, toutes les quantités là sont strictement positives, je passe à l'inverse, pas de problème. L'inverse de racine de 2, 1 sur racine de 2, l'inverse de 1 est égal à 1. Et là, j'obtiens l'inverse de racine carrée de 1 plus x carré, elle est comprise entre 1 sur racine de 2 et 1. En multipliant tout le monde par x puissance n, qui est une quantité positive, nous sommes dans l'intervalle 0, 1, il ne faut pas oublier ça, x puissance n sur racine de 2, inférieur ou égal à x puissance n sur racine carrée de 1 plus x carré, et qui est inférieur ou égal à x puissance n. Maintenant, on va passer à l'intégrale. Je rappelle un résultat très important ici sur les intégrales.
Si j'ai deux fonctions continues sur AB, et c'est pour tout x dans AB f de x plus petit que g de x, alors l'intégrale entre AB de f de x dx est plus petit que l'intégrale entre AB g de x dx. Là, j'ai cette quantité-là, j'ai préparé tout, je passe à l'intégrale. Là, il faut s'assurer que les deux bornes sont l'une inférieure à l'autre. Nous sommes dans un intervalle, aucun problème. Je passe à l'intégrale. Là, l'intégrale, elle est linéaire. La constante, elle est à l'extérieur de l'intégrale. Donc, 1 sur racine carrée de 2, intégrale 0,1 x puissance n dx est inférieur ou égal à 0,1 x puissance n sur racine carrée de 1 plus x carré dx, qui est plus petit que l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n dx. Là, qu'est-ce qui reste? Il reste à calculer cette intégrale. Elle est facile à faire. Il suffit de se rappeler que une primitive de x puissance n vaut x puissance n plus 1 sur n plus 1. Là, je remplace x tout d'abord par 1, ensuite par 0. Tout calcul fait, vous trouvez le 1 sur n plus 1. La conclusion maintenant, quel que soit n dans n, le un est compris, là, la suite un, le nombre un est compris entre 1 sur n plus 1 racine carrée de 2 et 1 sur n plus 1. L'objectif de cet exercice était le fait de montrer que cette suite elle est convergente. Ça y est, il reste à prouver ça. On va déterminer maintenant la limite de cette suite UN. Je rappelle le théorème d'encadrement. C'était un théorème très important dans les suites. Si vous avez une suite UN Vn et Wn, si vous avez trois suites UN Vn et Wn définies sur une partie de n, partie non vide de n, et si vous avez Un comprise entre Vn et Wn, et si la limite de Vn égale la limite de Wn égale L, et là, faites attention, le nombre doit être fini, alors automatiquement votre suite est convergente et va converger vers le réel L. Là, on va utiliser ce résultat. Nous avons les résultats UN comprise entre 1 sur 1 plus 1 racine de 2 et 1 sur 1 plus 1. La limite de 1 sur 1 plus 1 racine de 2 vaut 0, ainsi que la limite de 1 sur 1 plus 1. Donc, ces deux quantités y convergent vers 0. Automatiquement, la suite UN converge vers 0. Voilà, ça c'est la fin du premier exercice. Passons maintenant au second exercice. Comme vous l'avez remarqué, cet exercice concerne les deux fameuses fonctions logarithme népérien et la fonction aussi exponentielle. Devant vous, la fonction ln, elle est tracée en rouge. La fonction exponentielle, elle est là, en bleu. Tout le monde connaît que ces deux fonctions sont l'une réciproque de l'autre. Donc, je veux utiliser les propriétés concernant les logarithmes et aussi l'exponentielle pour résoudre cet exercice dont l'énoncé est le suivant. Voilà. Cet exercice comporte deux parties. Je lis la première partie. Soit f la fonction définie sur 1 plus l'infini par f de x égale x moins ln de x. Là, il s'agit d'une composée, ln avec ln. La première question, soit j'ai la fonction définie sur 1 plus l'infini par g de x égale x ln de x moins 1. La question A, dresser le tableau de variation de g. Petit b, montrer que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle 1 plus l'infini et que alpha est comprise entre 1,7 et 1,8. Question C, déduire le signe de g de x sur 1 plus l'infini. Deuxième question A, montrer que pour tout x appartenant à 1 plus l'infini, f' de x égale g de x sur x ln de x. Question B, donner le sens de variation de f. La question C, montrer que f de alpha égale à alpha plus 1 sur alpha. La partie B maintenant, le but de cette partie, c'est aboutir à un résultat très important ici. Je veux prendre un point M quelconque
appartenant à la courbe de la fonction ln d'abscisse x avec x plus grand que, strictement plus grand que 1. Je veux tracer une droite parallèle à l'axe des abscisses. Cette droite, elle va couper la courbe de la fonction exponentielle là en un point M'. Le but de tout cet exercice, c'est déterminer la valeur minimale de cette distance M'. Donc, la partie B, sur la figure ci-contre, on a représenté respectivement C et C', les courbes représentatives des fonctions x associées ln de x et x associées exponentielle x, soit M un point de C d'abscisse x plus grand strictement que 1, la droite parallèle à l'axe des abscisses et passant par M coupe C' en un point M'. Première question, montrer que le point M' a pour coordonnées ln de x en abscisse et ln de x en ordonnée. Ensuite, on va montrer que la distance mm' vaut exactement f de x. Et la dernière question, et c'est le but de l'exercice, on va déduire la distance minimale qui sépare les deux points M et M'. Passons aux solutions. Là, pour la résolution de la première question, je veux rappeler quelques formules concernant le produit ici. Je vais utiliser la formule du produit. Si vous avez deux fonctions dérivables sur l'intervalle i, alors le produit de deux fonctions f et g est dérivable sur i. Et la dérivée du produit égale, comme vous le connaissez, même en troisième année, f fois g de tout prime égale f' de g plus g' de f. Aussi, je rappelle, la fonction ln est bien dérivable sur 0 plus infini. Quel que soit x strictement positif, la dérivée de ln de x vaut 1 sur x. Notre fonction g, elle est bien dérivable. Donc, la fonction g qui vaut x ln de x, qui est x associé x ln de x moins 1. La constante, sa dérivée vaut 0. Maintenant, la dérivée de x ln de x, la dérivée de x vaut 1. Donc, 1 fois ln de x, plus x multiplié par la dérivée de ln. Ça fait 1 sur x. ln de x plus x multiplié par 1 sur x, vous trouvez ln de x plus 1. Maintenant, je rappelle le tableau de signes de la fonction ln. La fonction ln, la fonction ln elle est définie sur l'ouvert 0 plus infini. Elle s'annule en 1. Entre 0 et 1, elle est négative et lorsque x dans l'intervalle 1 plus l'infini, elle est positive. Là, il manque le bar, elle n'est pas définie en 0. Maintenant, vu que nous travaillons sur l'intervalle 1 plus l'infini, la quantité ln de x elle est toujours positive ou nulle. Avec le plus 1, ça devient strictement positif. Donc c'est évident que la dérivée de la fonction g, elle est toujours strictement positive. Par conséquent, nous obtenons le tableau de variation suivant sur 1 plus l'infini. La fonction elle est strictement croissante. Là, j'ai calculé g de 1, ça vaut moins 1. Et la limite de g en plus l'infini, il n'y a pas de forme indéterminée. La limite de x plus l'infini, la limite de ln plus l'infini, la limite du produit x fois ln de x vaut plus l'infini. Avec le moins 1, ça ne change rien, elle vaut plus l'infini. Maintenant, on passe à la question d'après. On va montrer que l'équation g de x égale 0 admet une solution unique alpha. Pour cela, je rappelle un théorème très important sur les fonctions continues sur l'intervalle fermé. Là, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Soit f une fonction continue sur i, soit a et b de réel de i avec a strictement plus petit que b. Si la quantité f de a fois f de b est strictement négative, alors l'équation f de x admet au moins une solution alpha dans l'intervalle AB. Là, si de plus f est strictement monotone sur i, alors vous aurez l'unicité de alpha. Là, on va utiliser ce résultat. La fonction g, elle est bien contenue, elle est strictement croissante, comme vous le voyez ici dans le tableau, sur 1 plus l'infini. Donc, elle va réaliser une bijection de 1 plus l'infini sur son image, ici, g de 1 plus l'infini. Or, l'image de l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction elle est strictement croissante. Ici, vous trouvez g de 1, il est là, le moins 1.
et la limite en plus l'infini, elle vaut plus l'infini. Maintenant, puisqu'il s'agit d'une bijection, le 0, il est dans l'intervalle moins 1 plus l'infini. Par conséquent, il existe un alpha unique dans l'intervalle 1 plus l'infini qui vérifie g de alpha égale 0. Sous-entendu, la courbe de la fonction g, elle va couper l'axe des abscisses en un seul point d'abscisse alpha. Maintenant, la dernière étape de cette question, il faut vérifier que le alpha il est compris entre 1,7 et 1,8 en utilisant les calculatrices. J'ai calculé là le g de 1,7 et le g de 1,8. Tout calcul fait, j'ai trouvé à peu près moins 0,39 et g de 1,8, 0,38. Ça fait deux nombres de signes contraires, leur produit il est strictement négatif. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, le alpha il est entre 1,7 et 1,8. Passons maintenant à la question d'après. Maintenant, la question d'après, c'est déterminer le signe de g. La fonction g étant strictement croissante sur 1 plus l'infini, maintenant, si x entre 1 et alpha, le g de x va être plus petit que g de alpha à cause du fait que g est strictement croissant sur 1 plus l'infini. Là, vous trouvez g de x plus petit que g de alpha qui vaut 0. Là, si x plus grand que alpha, alors le même travail, g de x plus grand que g de alpha, vu que la fonction elle est strictement croissante sur 1 plus l'infini. Je résume tout ce travail-là sous forme d'un tableau de signes. Voilà. La fonction g elle est bien définie sur 1 plus l'infini, elle s'annule en alpha. Entre 1 et alpha, elle est négative. Sur l'intervalle alpha plus l'infini, elle est bien positive. Tout ça va nous servir pour la question d'après. Maintenant, on va montrer que pour tout x dans 1 plus l'infini, f' de x égale g de x sur x ln de x. Là, je rappelle la propriété ou bien le théorème concernant la dérivée de composé que j'ai écrit tout à l'heure. Si u dérivable est strictement positif sur i, alors la fonction ln rond u est dérivable sur i et la dérivée de ln rond u égale u' sur u. Donc f est dérivable sur 1 plus l'infini et pour x appartenant à 1, strictement plus grand que 1, la dérivée de f vaut 1. Maintenant, je reviens à la fonction f. La fonction f, elle vaut x moins ln de x. La dérivée de x vaut 1. Maintenant, la fonction ln de x, c'est de la forme ln de u. Avec u égale ln de x, là, vous trouvez u', c'est la dérivée de ln, là. Et là, la fonction ln de x. Donc, ln de x, sa dérivée vaut 1 sur x. Et là, c'est le ln de x. Donc, tout calcul fait, en réduisant au même diminuteur, ou bien donnant une autre écriture de cette dérivée, f' de x égale 1 moins 1 sur x ln de x. En réduisant au même diminuteur, c'est facile à le faire, x ln de x moins 1 sur x ln de x. Or, toute cette quantité au numérateur, elle vaut g de x. Par conséquent, la dérivée de f vaut g de x sur x ln de x. On passe maintenant à la question B. Évidemment, le sens de variation va devenir facile si on connaît le signe de g, ou le g de x, et le signe de x ln de x. La fonction g ici, nous avons le tableau de signes de cette fonction. Elle est négative, positive, elle s'annule en alpha. Nous sommes dans l'intervalle 1 plus l'infini. La fonction ln est toujours strictement positive. Le x aussi, il est strictement positif. Donc, c'est le signe de g qui va décider le signe de la dérivée de f. Le signe de la dérivée de f, il va dépendre du signe de g, qui est là, moins 0 et plus. Donc, automatiquement, la fonction f qui est définie sur le vers 1 plus l'infini, là, vous retrouvez le moins et le plus. Entre 1 et alpha, la dérivée, elle est négative. Sur l'intervalle alpha plus l'infini, elle est positive. Donc, automatiquement, le sens de variation, nous n'avons pas besoin de ces limites-là, en 1 et en plus l'infini. Là, la fonction, comme vous le voyez, elle admet un minimum en alpha. Passons à la question C. On va montrer que f de alpha vaut alpha plus 1 sur alpha. Que vaut f de alpha? F de alpha, je remplace x par alpha dans l'expression de f. Elle vaut alpha moins ln de alpha. Or, d'après le résultat demandé, il n'y a pas de ln ici.
Donc, il faut chercher à faire exploiter les résultats précédents. D'où vient ce alpha-là? Le alpha, c'est l'unique solution de l'équation g de x égale à 0. Regardez là, on va écrire g de alpha égale 0. Par conséquent, alpha ln de alpha moins 1 vaut 0. Et donc, alpha ln de alpha vaut 1. Et ensuite, ln de alpha vaut 1 sur alpha. Ça y est, les choses sont devenues faciles. Maintenant, f de alpha, il vaut alpha moins ln. J'ai remplacé le ln de alpha ici par 1 sur alpha. Or, une propriété concernant les logarithmes, ln de 1 sur x est égal à moins ln de x. C'est pour cela, vous voyez là le signe plus, puisque ln de 1 sur a, elle vaut moins ln de... le ln de 1 sur a vaut moins ln de a, et par conséquent, alpha moins ln de 1 sur alpha vaut alpha plus ln de alpha. Et je reviens encore une fois, je remplace le ln de alpha par 1 sur alpha, et finalement, nous aurons le f de alpha égale alpha plus 1 sur alpha. Maintenant, nous attaquons la partie B. Maintenant, on va chercher la distance m'. Pour cela, commençons par déterminer les coordonnées de m', qui sont là, ln de x sur ln de x. Regardez là, le point M, il est sur la courbe de la fonction ln. Le point M', il est sur la courbe de la fonction exponentielle. Maintenant, comme vous le voyez, la droite M', elle est parallèle à l'axe des abscisses. Automatiquement, les deux points M et M' ont la même ordonnée. Donc, on a M est un point de C d'abscisse x plus grand que 1. Donc, le point M, il s'écrit sous la forme x ln de x, puisqu'il s'agit d'un point de la courbe de la fonction ln. M' et M ont la même ordonnée. Donc, le point M', il va s'écrire en coordonnées x M'. Le y de M', c'est le même y de M. Il est là. Le y de M, c'est quoi? C'est le ln de x. Je répète, cette partie, elle est délicate. Le point M de coordonnées x, ln de x. Nous sommes sur la courbe de la fonction ln. Le point M', il est sur la courbe de la fonction exponentielle. La droite M', elle est parallèle à l'axe des abscisses. Donc, le point M', il va avoir un abscisse égal à x M', il est là, et une ordonnée égale à celle de M. C'est pour cela que j'ai écrit là le point M' de coordonnées x M', ln de x. Maintenant, on doit exploiter le fait que le point M', il est sur la courbe C', la courbe de la fonction exponentielle. Un point appartient à la courbe de la fonction exponentielle. Automatiquement, le y égale exponentielle de ce nombre-là. C'est pour cela que j'ai écrit là, le y, il est là. Le ln de x égale exponentielle de x M'. Je rappelle maintenant les propriétés concernant les fonctions logarithmes exponentielles. J'ai dit tout à l'heure que la fonction ln est une bijection sur 0 plus infini. Sa fonction réciproque est la fonction exponentielle. Donc, ces deux fonctions-là sont réciproques l'une de l'autre. Ainsi, je vais utiliser ce résultat. Le ln de x, il vaut exponentiel. Le ln de x, il vaut exponentiel. Donc, x M' égale ln de x. C'est de la forme exponentielle x égale y. Exponentielle de x M' égale ny. Donc, x M', il vaut ln de ce y-là. Le y, ici, dans notre cas, c'est le ln de x. Donc, si on utilise très bien la formule, pas de problème. Il faut être un peu concentré, tout simplement. Ainsi, le point M' a pour coordonnée, ça y est, j'ai terminé l'abscisse, qui est difficile, ici. Il vaut ln de x, et l'ordonnée, c'est le même ordonnée que le point M. Maintenant, la deuxième question, on va montrer que la distance M', c'est exactement f de x. Je rappelle cette formule, la fameuse formule, calcul des distances dans un repère orthonormé. Si vous avez deux points dans le plan, la distance entre A et B égale la racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Le point M est de coordonnées x, ln de x, et le point M' aussi de coordonnées ln de x, ln de x. Donc, j'utilise cette formule. La différence des abscisses, alors,
vous avez le point M', il est là, le point M, x moins ln de ln de x au carré, la différence des abscisses. Donc j'ai travaillé avec la distance mm', la distance m'M, c'est pareil. La distance AB ou bien ABA, c'est la même chose. J'ai écrit x moins ln de x au carré, et maintenant la différence des ordonnées, ils sont égaux, ces deux quantités, ln de x, normalement plus 0 au carré, ça ne donne rien. La racine carrée d'un nombre au carré, c'est égal à la valeur absolue, x moins ln de x, et là, c'est pour cela que j'ai écrit la valeur absolue de f de x. Maintenant, il reste à prouver que la quantité f de x, elle est positive. La fonction f, elle admet un minimum en alpha. Je reviens rapidement sur la fonction f. Elle est là. La fonction f, elle admet un minimum en alpha qui vaut f de alpha. Donc, il reste à montrer que cette quantité, elle est positive. Voilà. F admet un minimum en alpha. Donc, pour tout x supérieur strictement à 1, le f de x il est supérieur ou égal à f de alpha. Et f de alpha, elle vaut alpha plus 1 sur alpha. Pourquoi la quantité elle est strictement positive? Nous avons démontré tout à l'heure que le alpha il est entre 1,7 et 1,8. Ça, c'était dans la partie A, dans la question B. Je reviens pour la dernière partie de l'exercice. Donc la distance mm' vaut f de x, vu que alpha plus 1 sur alpha strictement positif. J'ai dit le alpha il est entre 1,7 et 1,8, donc ça fait une quantité strictement positive. Par conséquent, la distance mm' égale à f de x. Maintenant, la dernière question. On va déterminer la distance minimale de mm'. La fonction f qui admet un minimum en alpha. Donc, d'après le tableau de variation de f, la fonction f admet un minimum en alpha égale à f de alpha. Donc, la valeur minimale de mm' vaut alpha plus 1 sur alpha. Ça fait alpha carré plus 1 sur alpha. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine fois.